des villes amies des aînés. Donc, on est principalement basé sur la France, mais aussi un petit peu la Belgique, la Suisse, Andorre. Et on est un programme affilié à l'Organisation mondiale de la santé en tant que programme affilié, c'est-à-dire qu'il y a une petite vingtaine dans le monde entier de programmes qui travaillent sur cette question de la longévité et de l'adaptation des collectivités à ce défi démographique. Et donc, on est un de ces programmes. Le réseau a une quinzaine d'années. Et notre rôle, c'est d'accompagner les collectivités, c'est-à-dire les élus, les professionnels et les habitants, on y reviendra, autour de cette question, comment on peut se projeter pour vivre son âge. Donc on est un centre de ressources, un centre d'analyse, un centre de valorisation des initiatives qui fonctionnent bien. Et puis on essaye aussi de faire remonter au niveau national et des décideurs cette question que le vieillissement, c'est soit on le voit comme un problème et comme un coût, soit on le voit comme un défi à relever et aussi comme des habitants âgés qui peuvent être une ressource pour les territoires. Donc c'est un peu la façon de, je dirais, de regarder les choses, le verre à moitié vide ou à moitié plein, si je puis dire. Mais malgré tout, ça positionne les choses d'une autre façon. Et le premier travail qu'on essaye de faire au niveau du réseau, c'est de lutter contre la discrimination liée à l'âge. C'est de renforcer le sentiment d'appartenance des habitants à leur territoire, et j'en reparlerai entre autres sur les quartiers QPV. Et puis, c'est aussi d'essayer d'œuvrer à un travail qui est plus transversal, qui est plus partenarial, et de déconstruire une sorte d'idée reçue qu'on a dans notre pays, qui serait que la question du vieillissement, c'est uniquement accompagner les incapacités des habitants, leurs difficultés, qu'elles soient sociales autour de l'isolement, qu'elles soient financières autour de la pauvreté, ou qu'elles soient des incapacités physiques ou psychiques, et quelque part avec une sorte de tradition. Quand on se pose la question du vieillissement, ça veut dire qu'on veut s'occuper des gens et qu'on veut s'en occuper par rapport aux difficultés qu'ils rencontreraient. La démarche Amis des aînés, c'est une démarche qui est beaucoup plus large que celle-là. Et j'avoue que si j'avais pu, on aurait peut-être changé le titre, car l'articulation politique du grand âge et politique de la ville. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, merci beaucoup. En fait, la question du grand âge renvoie justement à cette dimension. On est vieux, puis à un moment donné, on est très vieux, donc on a des difficultés. Et est-ce que la politique publique doit s'occuper de nous, ou est-ce qu'on est sur un parcours de vie avec des temps d'apprentissage, des temps de vie professionnelle, et puis ensuite des temps de vie à la retraite. Et volontairement, je dis des temps, car la première chose qu'on doit se poser ensemble, c'est est-ce qu'il y a une sorte type d'habitants âgés sur le territoire. Et en posant la question, vous vous doutez bien que j'y réponds déjà en partie. Évidemment non. Il y a au moins aujourd'hui deux, trois, parfois quatre générations d'habitants âgés sur les territoires. Et ça veut dire qu'ils n'attendent pas la même chose du territoire en fonction, qui sont pré-retraités à 57 ans, jeunes retraités à 65 ou 67, ou quelqu'un qui a 75-80, ou une personne qui serait centenaire. En termes de comparaison, vous qui êtes des experts de la politique de la ville et des dispositifs, c'est un petit peu comme si sur d'autres générations, on vous disait qu'on soit à la crèche ou à l'université, après tout, c'est des jeunes. Donc on fait la même chose. Et évidemment, ça semble à tout le monde incongru de se dire que il y a une politique de crèche, il y a une politique de petite enfance, il y a une politique de l'enfance, il y a une politique du collège, du lycée, de l'université, et on se doute bien qu'on n'est pas les mêmes. Donc, premier sujet pour nous, c'est comment on définit ces fameux habitants âgés, et comment on sort un peu d'idées reçues sur la façon de vivre la retraite.
Est-ce que la retraite, c'est uniquement un temps de retrait par rapport à la vie professionnelle? Est-ce que c'est un temps de retraite consommation? Est-ce que c'est un temps de retraite revendication? Est-ce que c'est un temps de retraite qui va être plutôt familiale, qui va plutôt être une retraite d'engagement, de solidarité, ou qui va être une retraite aussi, à un moment donné, de difficulté? Et évidemment, eh ben, ça peut être un mix de tout ça en fonction des temps, des périodes, et même sur un temps identique, eh ben, on a des habitants âgés qui vont avoir plein de façons de vivre cette retraite. Et je pense que le défi qu'on a dans la réflexion d'articulation de nos politiques, c'est vraiment d'ouvrir les yeux et de se redire, on doit redécouvrir ce temps à vivre de la retraite et comment les habitants peuvent se projeter positivement dans un quartier politique de la ville en se disant on m'attend et on ne me considère pas juste comme un poids et comme une charge. C'est facile à dire, c'est plus compliqué à construire et je dirais c'est plus compliqué à construire quel que soit le quartier dans lequel on est, parce qu'on est sur des habitudes, sur des représentations sociales, et qu'il y a une association d'idées qui fausse le débat, c'est que le vieux, c'est toujours l'autre qui est plus âgé que soi ou qui va moins bien que soi, parce qu'on est dans une perception d'une vieillesse négative, et que donc on n'a pas envie d'être vieux, parce que si on se dit qu'on est vieux, quelque part, on a, le retour effet miroir qu'il peut y avoir, c'est de se dire j'ai des problèmes et je vais pas bien. Donc voilà, moi je suis un vieux de bientôt 63 ans et je suis fier de dire mon âge. Et je pense qu'une des premières choses qu'on peut travailler, c'est cette dimension un peu positive et de fierté, de se dire qu'on a des habitants différents, un peu comme des fois vous travaillez sur les questions de diversité, pour se dire au final on a des richesses dans notre territoire qui ne sont pas les mêmes que les autres quartiers. Bah, peut-être qu'on a à cultiver cette richesse de la diversité de l'âge. Et très souvent, je vois dans les projets, les initiatives qu'on nomme, il y a cette question de l'intergénération, qui est quelque chose un peu comme un fer de lance, de montrer qu'on a des valeurs communes et tout. Il faut qu'on renforce cette idée de l'intergénération, mais en se disant qu'on est fier d'avoir des habitants âgés, encore plus peut-être que dans d'autres quartiers et dans d'autres territoires. Donc voilà un petit peu je dirais le prérequis sur lequel tout ce qu'on va se raconter pour la suite doit s'adosser à ça. Euh, donc, je vous ai dit ce qu'était que le réseau. Je vous ai rapidement, hein, je vous inviterai évidemment à aller chercher un peu plus loin pour ceux qui souhaitent en connaître un peu plus. Aujourd'hui, on a mis en place un label Amis des aînés. Alors, on a un label village, on a un label sur les villes que certaines intercos se sont déjà saisies. On est en train de lancer un label département et un label région. L'idée du label, c'est pas de donner des couronnes ou des fleurs, c'est plutôt d'articuler la réflexion et le cheminement des territoires pour se dire comment on s'organise pour changer de regard, pour adapter nos politiques publiques et ne pas rater des pans entiers de la question du vieillissement et de la longévité, parce qu'on est dans des politiques publiques, vous le savez mieux que moi, qui sont toutes morcelées, qui sont toutes chacune dans leur pré-carré. Et quand on parle d'habitat, on ne parle pas de transport ou de mobilité, on ne parle pas de culture. Et alors moi, je suis content de parler à des pros et à des élus de ces quartiers politiques de la ville, car la méthodo est relativement semblable entre la méthodologie démarche Amis des aînés et la méthodo que vous avez, je dirais, de travailler en partenariat avec tous les acteurs pour faire en sorte qu'il y ait le moins de trous possible dans les mailles du filet. Les particularités que moi j'observe dans ces quartiers QPV, c'est que, vous l'avez dit, Émilie, en ouverture de cette séance, euh, on a une représentation souvent comme quoi c'est des jeunes qui habitent dans les quartiers, et en même temps, on a de plus en plus, en pourcentage, d'habitants âgés qui y demeurent. Hein, alors, en fonction des stats, on a 25, 30, 35%.
d'habitants âgés de plus de 60 ans. Alors, ne me demandez pas à quel âge on est vieux. Il y a tellement de paramètres que c'est compliqué. Je dirais que pour moi, il y a deux paramètres, hein. Il y a l'âge chronologique un peu qui reste toujours marqué des 60 ans ou plus. Et puis après, il y a la question du temps. Est-ce qu'on est dans le temps de la vie professionnelle ou est-ce qu'on est dans le temps de la vie à la retraite? Et en particulier en fonction, je dirais, du taux de gens qui sont au chômage, mais qui n'ont plus comme perspective de retrouver un emploi. Quelque part, c'est un peu comme quand on fait des études, c'est le temps du décrochage. C'est-à-dire que si on dit à quelqu'un qui, quelque part, dans son rythme de vie, ressemble à un retraité parce qu'il ne retournera pas travailler, la question, c'est pas est-ce qu'il a 58, 62 ou 67 ans, c'est est-ce que son style de vie ressemble de façon définitive à un rythme de vie d'habitant retraité. Et si on dit à des gens qui n'ont pas l'âge X ou Y, vous n'êtes pas retraité, il y a une sorte de no man's land qui peut s'installer. C'est-à-dire, je ne suis plus actif, je ne suis pas encore retraité, je n'ai pas forcément envie de dire que je suis chômeur ou en situation de handicap pour telle ou telle raison. De ce fait-là, il peut décrocher parce que, entre guillemets, il n'a pas le droit d'être reconnu dans une catégorie, non pas d'âge, mais plutôt de représentation. Et de ce fait-là, on lui dit, d'un côté, vous êtes trop vieux pour trouver du boulot et vous êtes trop jeune pour être considéré comme un retraité. Donc l'enjeu, c'est plutôt de à quel moment on accroche les wagons avec des habitants pour qu'ils se disent qu'ils font partie, je dirais, d'un corps social et qui sont reconnus comme une valeur et comme pouvoir être partie prenante de quelque chose. Et évidemment, vous vous doutez bien que si vous bossez avec des cadres supérieurs ou avec des gens qui sont en chômage, voire des gens qui n'ont pas travaillé parce qu'ils étaient les conjoints et qu'ils ont élevé les enfants ou autres, et que de ce fait-là, en fait, la vie professionnelle n'a pas été leur identifiant, il y a quelque chose à construire autour de ces représentations positives. La deuxième chose qui me paraît important, c'est de se dire que les habitants âgés qui vivent dans les quartiers, pour leur immense majorité, sont des gens qui ne bougeront pas. C'est-à-dire qu'ils se sont sédentarisés sur ces quartiers et que si ils avaient voulu ou pu, je ne suis pas inconscient du sujet, changer de quartier, ils l'auraient fait avant. Mais que quand on arrive à 60, 70 ou 80 ans, en fait, on va rester là jusqu'à la fin de ses jours ou jusqu'au moment où on devra aller vivre en établissement. Et ça change, je dirais, le rapport par rapport à d'autres quartiers, à d'autres générations, où au moment de l'arrivée à la retraite et même au moment des fragilités, on a des populations qui vont migrer vers les centres-villes, vers les centres-bourgs, ou voire migrer vers d'autres régions que celles sur lesquelles on est implanté. Le troisième point que vous connaissez bien, hein, c'est que il y a une part de locataires qui est plus importante que sur d'autres typologies de quartiers. Double locataire, hein, il y a les locataires, je dirais, des bailleurs sociaux, mais quand on regarde un petit peu les données, les statistiques, on a aussi beaucoup de locataires du domaine privé sur les quartiers. Et donc, ça colore, je dirais, la façon d'habiter. On n'a pas les mêmes comportements, les mêmes attentes, et du coup, on n'a pas non plus les mêmes rapports à son propriétaire quand on est là depuis très longtemps, avec des enjeux majeurs, hein, que vous connaissez, sur, je dirais, des gens qui habitent dans des grands appartements alors qu'ils sont tout seuls ou en couple, avec des problèmes pour du coup, non pas de migration du logement, mais plutôt de migration à l'intérieur du quartier, avec des dispositifs qui existent parfois, mais qui sont pas adaptés, hein. Faire déménager quelqu'un qui est en T5 pour lui dire qu'on lui propose un T2, parfois le loyer du T2, il peut être plus cher que le T5 qu'on occupe depuis 40 ans, donc c'est incompréhensible. Les questions d'adaptation au logement par rapport au vieillissement, donc de compréhension, hein, pour du coup des propriétaires, qu'ils soient bailleurs ou privés, en fait de la qualité de vie qu'on attend pour rester, je dirais, en bonne santé.
Ensuite, je développerai peut-être un peu plus tout à l'heure la question de l'habitat. L'autre point qui me semble important, c'est la question d'attente, d'un sentiment d'appartenance à son quartier. Nous, quand on regarde les villes, hein, je vous ai dit qu'on avait un peu plus d'une cinquantaine de villes amies des aînés qui étaient labellisées et qui travaillent sur ce sujet des quartiers politiques de la ville. Il y a une fierté d'appartenir à ces quartiers pour les âgés et les très âgés. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est que, je dirais, malgré des fois des représentations négatives au niveau global ou au niveau des médias ou des autres acteurs, quand on interroge les habitants âgés, ils sont fiers d'être là. Ils ont, au-delà du fait que des fois ils ne pourraient pas en changer, ils n'ont pas envie d'en changer. Et donc ça, c'est un levier qui est très fort. Et en même temps, le corollaire de ça, c'est une attente d'une plus forte attente autour des questions de solidarité dans ce quartier, dans ces quartiers. Alors, solidarité, ça peut être autour des questions de pauvreté, ça peut être sur des moments de vie et des ruptures, hein, à travers des veuvages, à travers le départ des enfants. Et là aussi, il y a des choses à construire ou à déconstruire sur cette solidarité familiale, en particulier communautaire. Et il y a un vrai travail d'analyse, à mon avis, à faire de votre part, je dirais, sur je dirais le gap qu'il peut y avoir entre la représentation revendiquée de dire nous on est fiers parce que bah, c'est la famille qui s'occupe des plus vieux et on ne les envoie pas dans des établissements et tout ça, et en même temps bah, le fait qu'on a moins d'enfants qu'avant de façon globale, que les enfants qu'on a, ils n'ont pas forcément envie de rester à s'occuper de leurs parents, et que du coup, il y a des jeux d'acteurs qui changent et que des solidarités familiales qui sont construites sur des repères plus anciens peuvent empêcher de penser des politiques publiques d'accompagnement qui devraient être renforcées parce que bah, la solidarité familiale va être moins présente et qu'en même temps, on n'aura pas anticipé pour avoir d'autres réponses et avoir, je dirais, faire une approche culturelle de ces autres réponses. C'est pas la même chose que d'être soutenu par ses enfants et en particulier par ses filles ou ses belles-filles, car il faut être honnête, il faut dire les choses, que d'être accompagné par des intervenants extérieurs. En termes de rythme, en termes de coût, en termes d'acceptation sociale, là, il y a un véritable défi. Et puis, il y a le défi on dure tous plus longtemps, et donc la question d'accompagner la perte d'autonomie. Ça veut dire à travers des soins, à travers des toilettes, à travers l'intimité. Eh bien, là aussi, on a des représentations et des acceptations ou pas de qui va intervenir. Est-ce que c'est des gens... comment je construis une relation de confiance dans ces intervenants si c'est des intervenants non familiaux? Et là, il y a parfois des frottements, y compris avec les institutions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui ont l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, mais en même temps, bah, le plan d'aide, il va être refusé parce que l'intervenant ne nous correspond pas, mais on aura un mal fou à nommer que ce qui ne nous va pas, c'est que, je ne sais pas, moi, on nous envoie un homme et qu'on est une femme, ou que la personne ne comprend pas nos habitudes culturelles, sociales, ou qu'on ne veut pas montrer son chez-soi. Donc, ou que c'est pas équipé ou aménagé. Moi, j'ai siégé à un moment donné dans des commissions de recours sur l'APA et on avait dans certains quartiers QPV des gens qui demandaient à ce qu'il y ait un plan d'aide diminué, non pas parce qu'ils n'en avaient pas besoin, mais parce qu'il y avait un certain nombre d'éléments autour qui n'étaient pas nommés, y compris l'argent. Hein. Est-ce qu'on est prêt à être payé ou est-ce que, par exemple, on salarie ses enfants pour faire le plan d'aide à travers des dispositifs mandataires? Donc, il y a plein de choses, je dirais, très subtiles autour de ces questions-là qui sont un enjeu sur cette question de vie et de ces ruptures et du lien qu'on peut avoir. Et quelque part, bah, la capacité qu'on a et qu'on doit penser avec les habitants de régulation sociale autour de cette question du vieillissement.
Il y a un temps où on va être actif, impliqué, proactif, et il y a un moment donné, on va être fragile ou en perte d'autonomie. Et c'est des temps qui doivent être pensés en amont et pas, je dirais, dans l'urgence et dans la rupture. Et puis, bah, c'est comment on comprend en fait les habitants. Et c'est vrai que nous, notre démarche, elle est basée sur un travail de démarche participative avec les habitants pour justement bah, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des constructions de repères de confiance à l'échelle, là en l'occurrence du quartier, et qui fait qu'on prend le temps de se connaître et qu'en prenant le temps de se connaître, on ose plus se dire des choses qui pourraient être des irritants pour nous et qui vont changer la qualité de vie et la qualité d'intervention pour changer cette qualité de vie. Ça m'amène à dire que pour moi, une politique, je dirais, d'avancée en âge dans les quartiers QPV, c'est aussi certainement de penser les questions irritantes dans la qualité de vie quotidienne d'une autre façon que pour les autres générations. Hein, je pense par exemple au bruit. On n'est pas sensible au bruit de la même façon si bah, on est 6-8 heures chez soi, parce qu'en fait on est tout le temps à l'extérieur et qu'on rentre juste pour dormir et manger dans son appartement, que si on est, à travers sa configuration personnelle, assigné à résidence et qu'en dehors d'aller faire des courses ou d'aller un peu faire telle ou telle activité, bah, au final on est 18 ou 20 heures dans son logement. La question de l'isolation, alors qu'elle soit phonique, mais ça peut être aussi la question de la qualité, je dirais, du chaud ou du froid, et ainsi de suite. Bah, on ne vit pas de la même façon. Et là, je vous renvoie à ce qu'on a tous vécu ensemble au moment du confinement, où bah, on était contraints de rester chez nous beaucoup plus longtemps. Bah, en réalité, les habitants âgés, c'est leur vie quotidienne. Et que vous voyez que la question de la qualité d'usage qu'on a de son environnement n'est pas le même en fonction du temps qu'on y passe et des occupations qu'on a. Hein, c'est-à-dire que si notre occupation principale, c'est d'être chez soi, bah, en fait, d'avoir des gens dans le hall d'immeuble, d'avoir des gens qui font du bruit à l'extérieur et tout, même si c'est normal, on ne va pas le ressentir pareil. Il n'y a pas à se dire c'est bien ou c'est pas bien, mais la question de la perception du ressenti dans cette qualité de vie par rapport au temps qu'on y passe va déterminer des choses qui vont jouer en faveur ou en défaveur, je dirais, de la relation qu'on a entre générations et de la relation qu'on a entre institutions. Est-ce qu'on est pris en considération? Hein, et vous voyez que là, on s'éloigne complètement de la prise en charge de la perte d'autonomie, mais on est plutôt dans la prise en compte et dans la prise en considération des habitants avec leurs particularités. Et là, c'est pas lié à l'âge, hein, parce que j'imagine que quelqu'un qui est en situation de handicap et qui vit les mêmes rythmes et les mêmes temps que quelqu'un qui est retraité, donc pas en activité professionnelle, bah, il peut avoir les mêmes ressentis. Et après, bah, vous avez d'autres enjeux de qualité de vie que vous connaissez, hein, cette question de la sécurité individuelle ou collective. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est pas qu'une perception, c'est-à-dire c'est un ressenti, mais qu'il y a des réalités et qu'on nomme pas les réalités de la même façon en fonction de ce qu'on vit. Est-ce que je me sens en sécurité quand je suis âgé et que j'ai peur de tomber dans la rue parce que les trottoirs sont de guingois? Parce qu'il n'y a pas d'éclairage public ou qu'il est mal fait? Parce que le feu de temporisation pour aller à la pharmacie, il est tellement court que j'ai peur de ne pas pouvoir traverser. Et puis après, il y a des questions de, je dirais, de sécurité, je dirais, plus collective, de se dire quel est mon rapport à comment je me sens dans le territoire dans lequel je suis. Mais là, je renvoie aussi, pour du coup, à des particularités dans vos quartiers QPV, c'est que pour du coup, les vieux sont plutôt plus respectés dans d'autres quartiers en termes de les personnes âgées, elles ont, je dirais, on leur porte un regard qui est plutôt positif et dans d'autres quartiers de ville, on va se dire les vieux, ils nous enquiquinent, alors que là, on peut encore avoir des générations de jeunes ou de moins jeunes qui disent on a un respect vrai, culturel pour les habitants âgés. Donc ça, c'est aussi un levier qui est intéressant. Et puis, bah, il y a des enjeux autour, par exemple, de la santé, hein. On sait qu'aujourd'hui, on a des déserts médicaux
dans un grand nombre de quartiers politiques de la ville, et que du coup, que si les habitants âgés croissent en termes de nombre, on va se retrouver dans des sujets de fracture médicale, au même titre qu'on va avoir de la fracture sociale. Et que là, il y a un défi à relever maintenant. Et c'est la même chose sur l'accompagnement, je dirais, des aides à domicile ou autres, hein, où si on est sur des fragilités qui fait qu'on ne trouve plus de personnel, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des populations qui vont être plus abandonnées parce qu'elles ont peut-être moins facilement recours, ne serait-ce qu'à dire que ça ne va pas, à dire que c'est pas normal, que ça ne va pas, et avoir des interlocuteurs qui vont faire les médiateurs pour trouver des solutions pour eux. Même chose, alors pour du coup, des questions que vous connaissez par cœur, hein, sur les pannes d'ascenseur ou les remplacements d'ascenseurs, c'est vrai qu'on ne vit pas les choses de la même façon. Si on peut courir dans l'escalier et monter en courant en se disant que ça fait la muscu, que si on est une personne qui a du mal à remonter son caddie ou qui a même des fois du mal à se remonter elle-même. Donc là, on a des défis de qualité de vie qui sont liés, je dirais, au côté capacitaire ou incapacitaire des gens. C'est pas toujours l'âge le déterminant, mais l'âge est un des facteurs qui va faire que ça change la donne. Voilà, j'ai choisi de vous donner quelques sujets comme ça qui me paraissent importants pour que on se dise qu'il y a un vrai chemin à construire ensemble et à faire ensemble. Et en même temps, ce qui me paraît important, c'est qu'à chaque fois que c'est possible, il faut essayer de faire en sorte que On va vous demander, s'il vous plaît, de bien désactiver vos micros parce que cela fait des interférences. Je ne sais pas qui c'est. C'est Madame Gégal, me semble-t-il. Hop, voilà. Vous pouvez continuer, Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, ça ne marche plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, votre micro est désactivé, Monsieur Lefebvre. le réactiver. Ah, ça y est, voilà, ça y Voilà, est. c'est bon. Voilà. Il avait dû être désactivé aussi chez vous, et Ouais, du je coup, pense que j'arrivais pas à le remettre. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, je disais un peu en conclusion de cette première partie, à chaque fois que c'est possible, il faut arriver à faire en sorte que on soit dans un dispositif, je dirais, de droit commun sur ces questions-là. Et qu'on y adosse des dispositifs, soit d'avancée en âge, soit politique en rue, ou les politiques d'adaptation de la société au vieillissement, que quand c'est nécessaire, mais que notre point de vue, c'est vraiment de se dire, un habitant âgé, justement, c'est un habitant, c'est pas un cas, c'est pas un problème, et c'est un citoyen à part entière, et donc on doit regarder comment on traite ces questions de ce côté du droit commun. L'autre point qui me paraît important, j'en ai parlé un tout petit peu, mais c'est de trouver les forces qu'on peut avoir conjointes entre les dynamiques que vous avez sur les politiques de la ville et puis les dynamiques qu'on a sur les habitants âgés, et trouver les particularités positives qu'ont ces dispositifs-là. Et dans cela, je vous disais, les habitants âgés sont fiers de leur quartier et ils sont des forces vives en termes d'investissement social. C'est souvent eux qui sont bénévoles, qui font du soutien scolaire, qui font de la solidarité dans les associations, qui sont engagés dans les clubs sportifs de quartier de proximité. Et donc ça, c'est important, je dirais, de le mettre en lumière pour montrer en fait que il y a de la ressource. Et puis de le mettre en lumière dans les lieux repères que peuvent être les maisons de quartier, les centres sociaux, enfin les dynamiques que vous avez, pour qu'on se dise que heureusement qu'on a des gens âgés sur les territoires pour compléter, je dirais, les dispositifs de politique publique qui peuvent exister. Ça veut dire qu'il faut quelque part travailler ensemble à inventer des réponses en fonction de ces fameuses typologies dont je vous ai rapidement parlé sur les différentes générations âgées, de réfléchir sur la qualité d'usage de vos équipements.
Est-ce que ils sont uniquement, je dirais, adaptés au côté normatif, hein, et ça me permet de redire qu'une politique de l'âge, c'est pas une politique du handicap. Il y a des choses qui peuvent être communes, mais en même temps, quelqu'un qui a la DMLA, elle est malvoyante comme quelqu'un qui est aveugle, et elle apprendra par exemple pas le braille. Donc, je dirais le côté non-voyant n'est pas vécu pareil, et l'apprentissage en fonction de à quel moment on est dans sa vie va faire qu'on va pas s'adapter pareil. Une personne qui est en fauteuil roulant parce qu'elle a eu un accident de la route quand elle était jeune, elle va avoir développé des capacités pour vivre avec son fauteuil qui ne sont pas les mêmes qu'un vieux monsieur ou une vieille dame de 95 ans, où le fauteuil, quelque part, on va être obligé de le pousser parce qu'elle-même n'aura pas la capacité physique. Pourtant, les deux sont en fauteuil roulant. Donc, c'est important de regarder le côté normatif, mais en même temps de regarder l'usage de ce côté normatif pour que bah, on pense la qualité d'usage et pas simplement de dire on répond à la norme, donc c'est à vous de vous adapter au reste. Là, il y a une vraie défiance qui peut s'installer de la part des habitants âgés en se disant on n'est pas pris en compte parce que vous avez fait des choses, en fait, elles ne correspondent pas à nos besoins. Et c'est pour ça qu'on insiste autant sur cette démarche participative avec les catégories d'âge d'habitants âgés pour qu'ils nous fassent remonter qu'est-ce qu'ils attendent de leur territoire et que ça doit fonctionner autrement. Ce qui m'amène à vous dire que les démarches participatives ont certainement des particularités dans les quartiers QPV pour qu'il y ait des modalités de participation où on ne rate pas un certain nombre de types d'habitants qui ne se sentiraient pas légitimes. Alors je parle, enfin j'enfonce peut-être des portes ouvertes pour un grand nombre d'entre vous, hein, puisque je sais que vous êtes ultra sensibles à faire en sorte que, je dirais, il y ait la diversité qui soit représentée dans la participation. En même temps, quand on est âgé, on peut se dire que si on ne nous a jamais demandé notre avis, ben, en fait, on est incompétent pour donner son avis. Et ça, c'est sûrement plus fort quand ça a duré plus longtemps, où on ne nous a pas demandé notre avis, que quand on est jeune. Donc, il y a un travail, je dirais, ouais, de construction de relations à travers, je dirais, les tiers de confiance que vous avez, les médiateurs, je dirais, les acteurs sociaux au sens large, et y compris les pairs, c'est-à-dire des gens plus âgés, mais qui, eux, peuvent se dire qu'ils sont légitimes, d'aller en trouver d'autres qui pourraient se trouver illégitimes pour que, à un moment donné, on fasse remonter la parole de tout type d'habitants et pas simplement les sénateurs de la parole qu'on trouve aussi dans les quartiers QPV. Les présidents d'assaut, enfin, voilà, les gens qui ont l'habitude d'aller revendiquer, entre guillemets, il faut les entendre. Mais la démarche participative, c'est aussi de trouver des méthodes de parrainage, d'itinérance, de discussion sur l'espace public, parfois de conversations dans les appartements, d'avoir des approches linguistiques aussi. Et là, les questions intergénérationnelles peuvent rentrer en ligne de compte. Les questions aussi de comment on gère cette démarche participative. Est-ce que c'est de l'écrit? Est-ce que c'est de l'oral? Est-ce que c'est un mixte entre les deux? Est-ce qu'il y a de la restitution? Est-ce que pour les très âgés, est-ce qu'il y a de la traduction par rapport à leur langue maternelle qui fait que du coup, bah, on ne se dit pas la même chose en fonction de toutes ces modalités-là. Donc, vous voyez que ça peut paraître simple, et qu'en même temps, quand on creuse un petit peu, il y a plein de petits éléments qui s'adossent les uns aux autres et qui peuvent fonctionner ou pas pour que ça marche. Euh, il y a aussi des sujets qui sont des fois l'arbre qui cache la forêt. Hein, typiquement, la question du logement et du logement social, comme si c'était que le seul sujet qui intéressait les habitants âgés. Alors j'en ai parlé un petit peu, et évidemment, il est fondamental, mais se poser des questions que sur ça, bah, c'est rater le côté dedans-dehors, je dirais ça comme ça, c'est-à-dire se retrouver un petit peu assigné à résidence, parce qu'on a pensé qu'au logement, alors évidemment, il faut qu'il soit qualitatif,
je vous en ai parlé par rapport au temps d'usage quotidien et puis même annuel. Hein, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on est sur des mêmes populations qui partent en vacances? Alors parfois oui, on peut avoir des gens qui font plusieurs mois auprès des enfants et qui reviennent à d'autres moments. Donc il y a des temps et des rythmes qui sont à découvrir entre vos populations et les temps à vivre, pardon, qui sont les temps de vie à la retraite, qui ne sont pas les mêmes rythmes et les mêmes temps. Et ça compte aussi sur je dirais, la relation de l'espace public. Hein, dans les transports en commun, vous pouvez avoir plein de gens âgés à 7 heures du matin ou à 7h30 du matin, et les jeunes peuvent se dire pourquoi ils viennent bonder nos bus, ils pourraient y aller plus tard quand il y a moins de monde. En fait, voilà, le rythme de vie de quelqu'un d'âgé, voire de très âgé, c'est de se lever plutôt à 5-6 heures du matin parce qu'il dort moins. Et donc, quand il prend le bus à 7h30, en fait, il a déjà 2h30 ou 3 heures où il est levé, et donc pour lui, il ne s'est pas dépêché pour se préparer. Et donc, le rapport au temps et comment on vit les uns avec les autres, ces phases de la journée ou des temps de vacances ou des temps d'été et tout ça, sont à analyser. Et là, la démarche participative elle va jouer pour mieux comprendre la qualité d'usage qu'on attend du territoire. Je fais peut-être une petite pause avant d'aborder le baromètre qu'on a fait et puis les 8 thématiques de la démarche Amis des aînés. Émilie, je vous redonne la main. Oui, alors il n'y a pas de questions pour le moment sur le chat. Est-ce qu'il y en a là maintenant? N'hésitez pas à prendre la parole directement en activant votre micro. Je vous ai tous endormis. En levant la main. Moi, j'aurais peut-être une question, mais je ne sais pas si vous allez venir plus tard, Monsieur Lefebvre, dans votre Allez-y, présentation. allez-y. Par rapport à la labellisation Ville Amie des aînés, justement, à savoir qu'est-ce que donne cette labellisation pour les collectivités? Comment est-ce que vous les accompagnez à prendre cet enjeu du vieillissement dans leur ville, dans ces quartiers-là? En quoi cette labellisation, elle peut être un outil ou une ressource pour les collectivités qui seraient labellisées? Je ne sais pas Alors, si vous y venez plus tard ou non. non, mais je peux le faire maintenant, il n'y a pas de souci. Le label, c'est le moment où on va évaluer, je dirais, l'investissement du territoire pour se dire, on s'est dit qu'on était amis des aînés et on a fait un travail de fond et le label, il permet d'évaluer ça. Le travail de fond, ça va être d'œuvrer à cette réflexion commune de la démarche participative. Ça, c'est vraiment fondamental pour, je dirais, identifier ce qui est attendu de la part des habitants et comment les habitants les priorisent. Et pour du coup, peut-être une des choses qu'on pourrait pousser peut-être plus loin dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que autant on questionne les villes qui ont des quartiers QPV pour leur dire: «Est-ce que vous avez une attention particulière à cette démarche et est-ce que vous faites bien des démarches participatives et tout?» Il faudrait qu'on arrive à les faire travailler sur les particularités qu'ont les quartiers, pour qu'il y ait des réponses qui soient plus ciblées, plus spécifiques et que ce ne soit pas juste des réponses générales à la collectivité. C'est certainement un des points sur lesquels on pourrait aller plus loin. Donc, premier pan, et je vous en parlerai parce que pour du coup, le baromètre, c'est ce que disent dans les ateliers d'échange qu'ont les habitants, de qu'est-ce qu'ils attendent sujet par sujet et qu'est-ce qui est le plus important pour eux. Deuxième chose, c'est de faire un diagnostic de territoire. Alors le diagnostic de territoire, quand je disais tout à l'heure que c'est la même méthode, c'est des choses que vous connaissez. En même temps, l'enjeu, c'est d'identifier les politiques publiques et de se questionner sur l'usage qu'ont les générations âgées de ces politiques publiques. C'est pas simplement de regarder ce qui est fait pour les personnes âgées. C'est pas de dire, bah tiens, il y a le CCAS qui a une antenne, ou il y a une permanence au centre social, ou on a mis en place un guide pour que les gens sachent quand ils étaient vieux quel club existait et tout. C'est de se dire, eh bien, sur tous les sujets de la politique publique, est-ce que les habitants âgés se disent c'est pour moi? Ou est-ce qu'ils se disent c'est pas fait pour moi? Voilà, vous avez une piscine dans un quartier QPV. Est-ce que les vieux vont à la piscine ou est-ce qu'ils se disent que c'est pas fait pour eux, que c'est fait pour les autres générations?
et donc ça permet de se dire, on a déjà des politiques publiques, lesquelles sont saisies et adaptées, et lesquelles seraient à améliorer pour que les habitants âgés se disent que c'est aussi fait pour eux. Je vous donne un exemple, hein, à Dijon, quand on a fait ce travail-là, on s'est aperçu que les piscines qu'on avait, y compris QPV, le dimanche, les piscines qui étaient ouvertes, on avait la moitié des utilisateurs des piscines qui étaient des retraités. Jamais ça serait venu à l'idée de quelqu'un. Et en fait, les gens avaient trouvé ça comme biais, soit familial, parce que le dimanche, on est ensemble, on peut y aller de façon intergénérationnelle, et y compris ceux qui étaient seuls, ils y allaient parce que c'est un des rares services publics qui était ouvert. Et que, du coup, pour lutter contre l'isolement et voir d'autres personnes, ils savaient que s'ils allaient à la piscine, même s'ils ne plongeaient pas, ils fréquentaient d'autres gens. Même chose, par exemple, on a des politiques de formation aux outils numériques. Ils peuvent être, entre guillemets, ouverts à tous, mais en même temps, est-ce qu'on a formé la personne qui va faire ces ateliers aux particularités des habitants âgés? Si vous avez une politique publique qui va dire, en fait, venez, on a déjà des ordinateurs, vous les ouvrez, c'est dans le domaine libre, et puis que la personne, ses enfants à Noël lui ont offert un Mac, pour ne pas le nommer, en fait, il rentre à la maison, c'est pas les mêmes outils, et il dit ça marche pas, je comprends plus. Donc il y a des recettes toutes simples, hein, c'est de dire aux gens qu'ils ont le droit de venir avec leur ordinateur s'ils en ont, et que s'ils en ont pas, on leur en met un à dispo. Il ne faudrait pas évidemment inverser la charge en disant c'est que voilà. Mais vous voyez, c'est des petites choses qui vont changer en fait la façon d'apprendre et surtout de générer de l'autonomie. Et ça, le travail du label, il va permettre de regarder à travers les démarches participatives et les notices de territoire, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Ensuite, c'est de construire une gouvernance qui est beaucoup plus impliquante au niveau de la transversalité des acteurs, donc acteurs publics, hein, des collectivités, mais aussi acteurs associatifs et acteurs économiques. Parce que voilà, celui qui a la DSP de transport en commun, lui, il dit je travaille pour tout le monde. Et alors, quand vous lui dites, du coup, mais il faudrait qu'on réfléchisse à politique de la ville plus politique de la vieillesse, en fait, ça ne lui est pas venu à l'idée. Et vous verrez tout à l'heure, ou je vais même le dire maintenant, une des choses qui est les plus demandées de la part des habitants en général quand ils sont âgés, c'est que les conducteurs de bus, ils conduisent d'une façon un peu plus douce pour qu'ils aient le temps de monter dans le bus, de s'asseoir avant qu'il redémarre et qu'ils n'aient pas peur de tomber. Donc on voit bien qu'il y a des choses et des liens, et quand on dit ça aux transporteurs, du coup on travaille avec eux à la question du rythme, à la question de la formation des publics, mais aussi à la question de comment on construit des DSP, parce que si on demande à ce que le bus il soit à l'heure partout et qu'on a fait des délais qui sont tellement courts qu'à un moment donné il est dans une injonction contradictoire, est-ce que je dois arriver à l'heure ou est-ce que je dois prendre 3 minutes à chaque fois que j'ai un vieux qui monte dans le bus? Voilà, donc il y a des défis collectifs à travailler. Et ce qui est important, c'est de les penser ensemble. C'est pas simplement de les subir en disant c'est pas de ma faute. Donc le label, il sert à ça, et évidemment, à la fin, ça met en place un plan d'action qui va, je dirais, considérer les attentes des habitants, les enjeux de ce qu'on a vu qui fonctionnait ou qui était amélioré dans le diagnostic de territoire, et puis les enjeux, je dirais, politiques purs, c'est-à-dire les budgets qu'on a, les programmes municipaux, les engagements qu'on a, le travail avec les associations. Enfin, c'est un pêle-mêle de ces choses-là. Et le label, il permet de montrer l'évolution, l'écoute qu'il y a, les représentations qu'on a. On n'agit pas directement sur le plan d'action. On demande simplement à ce que le plan d'action amène tous les sujets de la vie d'un habitant, qui soit âgé, mais c'est d'abord d'un habitant. Et ensuite, on essaye de faire en sorte que le plan d'action, il colle au terrain. Enfin, vous doutez bien que là, en préparant, j'ai vu que j'avais des quartiers politiques de la ville, y compris dans des communautés de communes rurales ou dans des très grandes villes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Parce que les services ne sont pas les mêmes, les types de population ne sont pas les mêmes, et le nombre n'est pas le même. Donc, voilà un peu à quoi sert le label. Ouais. Je vois le temps passer, Monsieur Lefebvre, alors je me permets Je vous en prie. d'enchaîner. On a des nouvelles questions sur le chat. On en a une première
qui demande, selon votre expérience, qu'est-ce qui ressort de la relation au quotidien entre les personnes âgées et les jeunes des QPV? Est-ce que vous avez des retours Les particuliers? retours, c'est un sentiment d'avoir envie de vivre entre générations. Et ce qui fonctionne, c'est de travailler, je dirais, sur des passions communes. C'est-à-dire de ne pas faire ressentir qu'on est de tel âge ou de tel âge, mais que si on a envie de faire de la cuisine ensemble, si on a envie de faire de la marche ensemble, si on a envie de montrer que on est passionné par la danse ou je ne sais quoi, ce qui va nous réunir, c'est la passion commune et la compétence commune et la réciprocité dans l'échange. C'est-à-dire que le jeune a quelque chose à apporter au vieux, que le vieux a quelque chose à apporter au jeune et que du coup, on peut vivre quelque chose ensemble. Ça, c'est vraiment pour moi le point fort et qui est à valoriser. Trop souvent, je vois dans les maisons de quartier ou les centres sociaux des programmes où il y a marqué programme jeune, programme ado, programme adulte et programme senior. Ce qui pose la question de est-ce que quand on est senior, on n'est plus adulte? Mais au-delà de ça, qui ne rassemble pas les passions. Pour moi, l'intérêt, il est plutôt de travailler sur ouais, les enjeux communs, les capacités communes. Et l'âge, il va se déterminer plutôt par rapport à quel moment vous le programmez. C'est-à-dire que si vous mettez quelque chose à 14h30 un mardi, vous connaissez que vous avez une certaine typologie d'usagers qui vont venir. Si vous le mettez à 21h, vous allez avoir une autre typologie qui va venir, même si vous dites que c'est pour tout le monde. Et là, il y a aussi à réfléchir à ces temps, hein, je reviens toujours à ces temps de vie qui ne sont pas les mêmes. Est-ce que quand on est âgé, est-ce qu'on peut se garer devant le truc qui se passe ou est-ce que, il faut que je fasse 500 mètres à pied? Et 500 mètres, des fois, quand on a 80-90 ans, c'est long et c'est loin. Donc c'est toutes ces questions-là qui vont jouer. Très bien, merci. On a une seconde question. Oh là là, le format 1 heure est en fait peut-être un peu court. Ou je suis trop bavard, c'est au choix. Peut-être. J'osais pas être irrespectueuse. Non, non, mais c'est très intéressant. Et justement, il y a Madame Barcabalero qui pose une question par rapport au changement climatique, aux enjeux du changement climatique et de la transition écologique liés au vieillissement dans les quartiers. Selon vous, elle vous demande les principaux enjeux justement liés au vieillissement et à la transition écologique. Alors, je dirais les enjeux, c'est les vieux ne nomment pas forcément qu'ils sont écologistes, mais ils sont frugaux, d'une part parce que des fois ils sont pas riches, et puis par culture. C'est-à-dire qu'on ne jette pas, on n'allume pas la lumière quand il faut pas, et ainsi de suite. Donc il y a des sortes de repères et d'habitudes. Après, le défi, je dirais plutôt climatique, hein, pour du coup, il est dans faire des logements qui soient adaptés à ces fameux temps longs dont je parlais tout à l'heure, et faire des lieux, je dirais collectifs, qui sont adaptés à ça, parce que sinon, en fait, si on se sent pas bien dedans, on n'ira pas, même si ce qui s'y passe est très intéressant. Donc cette qualité d'usage entre la population âgée et la qualité d'usage, je dirais, mais qui est là pour du coup intergénérationnel, de se dire on a un lieu qui est frais quand il fait chaud et qui est chaud quand il fait frais. Ce qui me fait penser par exemple à un des sujets, par exemple chez les bailleurs sociaux, hein, on a eu des instructions là depuis 1 ou 2 hivers, comme quoi il fallait chauffer les logements à 19 degrés maximum. C'est un vrai problème pour les vieux. Parce que rester chez vous sans bouger à 19 degrés pendant 3 heures, et je vous promets que vous aurez froid. Et ne pas avoir le choix de la régulation du logement et pareil, de à quel moment on allume le chauffage collectif, à quel moment on l'éteint sans se préoccuper de la météo. Et là, avec le changement climatique, on voit bien ces derniers temps, hein, ne serait-ce qu'on a eu des très chauds après des très froids et ainsi de suite. Et donc, si on a décidé d'éteindre le chauffage parce que la règle, c'est au 1er mai, on éteint tout et puis que il fait froid, en fait, ceux qui ont un ressenti de perte de qualité, c'est ceux qui restent le plus longtemps, donc les plus âgés. Donc là, il y a un travail d'adaptation par rapport au parc de logement, par rapport aux espaces publics qui sont aussi extérieurs. Est-ce qu'on a des espaces publics qui vont être ombragés? Est-ce qu'on a des espaces publics où on va avoir des assises? Voilà un peu tous les sujets qui sont fondamentaux. Mm, mm.
Merci beaucoup. Je vous laisse continuer sur le baromètre, peut-être, monsieur Ouais. Lefebvre. Donc, je vais le faire très rapidement, hein. Vous le trouverez facilement sur notre site internet sur tous les sujets. Mais les enjeux de communication et d'information, je pense, sont un des premiers leviers parce que nos systèmes sont compliqués, ils sont multiples et que quand on est vieux, eh bien, on ne sait pas à qui s'adresser et on a toujours l'impression qu'on nous renvoie du CCAS au département, du département à la caisse de retraite, de la caisse de retraite à l'association et on a toujours l'impression qu'on n'est pas au bon endroit. Donc, une des choses qui est souvent demandée, c'est une maison des aînés ou un lieu à l'échelle du quartier où on sait qu'on va avoir accès à l'information. Les trois types d'informations qui doivent se conjuguer, quel que soit l'endroit, mais y compris et peut-être encore plus dans les quartiers QPV, c'est évidemment les outils dématérialisés et du coup d'aider les gens, j'en ai parlé tout à l'heure, à être à l'aise avec les outils informatiques, sites internet, numériques et tout ce qu'on veut, et en même temps d'avoir des lieux repères où je vais trouver de l'information écrite pour ceux qui vont avoir le temps. Souvent, moi, je prends l'exemple des plans. On trouve de moins en moins de plans papier. Et du coup, bah, on avait l'habitude de prendre sa voiture, on prend les transports en commun parce qu'on n'a plus de voiture ou parce que ça coûte trop cher et ainsi de suite. Bah, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre téléphone et tout le monde n'a pas un téléphone qui va vous géolocaliser, bah, en fait, vous êtes paumé et vous n'avez plus de plan. Donc, vous ne savez pas le point A au point B, comment vous faites. Et puis, le troisième outil d'information, c'est la relation humaine. Hein, j'en reviens à ce côté tiers de confiance, c'est-à-dire à quelqu'un qui va m'écouter, qui me connaît et à qui je vais pouvoir dire, en fait, il faut que j'aille à tel endroit parce que j'ai telle chose. C'est quoi le bon endroit? C'est qui la bonne personne? Et éventuellement d'avoir un médiateur qui va aider jusqu'à passer un coup de fil, prendre le rendez-vous et je dirais fluidifier les choses. Voilà, ces questions de support de communication, ils sont fondamentaux et variés. J'avance un petit peu. La question des espaces extérieurs et des bâtiments publics. Je rappelle simplement que la première mobilité pour les habitants âgés, c'est la marche à pied. Et donc l'enjeu des trottoirs accessibles, élargis, les questions, je dirais, multimodales, comme on dit maintenant. Mais voilà, est-ce que vous avez mis la piste cyclable et la trottinette en même temps que le trottoir pour une personne âgée? Je vous ai parlé du rythme. Bah, une trottinette qui fonce avec une personne très âgée à côté, c'est comme si je vous demandais de faire du vélo électrique sur l'autoroute, en termes de perception et de sentiment d'être à l'aise. Il y a la question des commerces. Et là, il y a un véritable enjeu sur les commerces de proximité dans les quartiers. Est-ce que je peux avoir autour de moi les moyens de faire mes courses et adapter à mes capacités financières, physiques et tout ça. Vous parliez tout à l'heure d'intergénération. Bah, une des choses qui ressort, c'est la question des jardins partagés. On est à cheval en fait entre l'espace extérieur, l'intergénération et puis la subsistance. C'est est-ce qu'on fait des jardins partagés? Et souvent, les vieux ont des super compétences en jardinage qui peuvent transmettre. Et en même temps, bah, voilà, je vous parlais de se projeter dans l'avenir. Et bien, se projeter dans l'avenir quand on fait pousser quelque chose, bah, ça donne envie de se lever le lendemain matin pour voir si ça a poussé et si c'est bientôt mûr. Et ensuite, est-ce qu'on peut le partager? Moi, j'habite dans un habitat inclusif il y a un petit jardin partagé. Il y a un monsieur très âgé qui vient régulièrement voir ma femme pour lui dire, «Tiens, il y a ça qui a poussé, c'est pour vous». Et je me dis qu'il y a aussi des choses comme ça de solidarité, de se dire qu'on peut donner quelque chose et quand on est âgé, on n'est pas que, je dirais, à avoir besoin de services, on peut renvoyer l'ascenseur et les jardins partagés peuvent être un outil autour de ça. Donc voilà, les questions du lien social et de solidarité, je vous en ai parlé un petit peu, hein. La question de la vie de quartier, un lieu, c'est-à-dire que, dans lequel on se dit qu'on a notre place, qui est adaptée à nous et qui est adaptée aux autres générations, mais dans lequel on a aussi notre place. On ne se sent pas de trop. Les questions des activités, d'animation, de solidarité, de vie sociale, au sens large, sont à penser avec les gens et avec cette diversité d'âge, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui m'amène aussi à la question de la culture et des loisirs, hein, qui sont souvent liés,
avec ces questions en fait de liens sociaux, puisque c'est un média, mais la question de l'offre culturelle. Est-ce que l'offre culturelle des quartiers est adaptée? C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez des livres en gros caractères? Est-ce que, ce que vous programmez, il est adapté au rythme et au temps des habitants âgés? Donc, voilà, est-ce qu'on peut se garer? Est-ce que c'est au bon horaire? Est-ce que c'est ouvert avant que ça commence? Parce que quand on est vieux, on arrive en avance, et puis on a besoin d'aller aux toilettes, puis on a besoin de s'asseoir, puis on a besoin d'avoir donné rendez-vous à son copain ou à sa copine qui vient d'un peu plus loin. Donc en fait, c'est tout ça, cette question en fait de je reviens toujours à la qualité d'usage, mais à travers des perceptions différentes. Comment on a accès à des sorties, comment on a accès à des vacances. Ça, c'est vraiment des choses qui ressortent. Il y a un point qui ressort plus que d'autres. Alors, j'ai pas d'indicateur sur est-ce que c'est QPV ou pas, mais c'est la question de la culture à domicile. L'accès de la culture à domicile quand on peut plus aller à elle, est-ce qu'elle vient à nous? Et là, il y a sûrement un travail de tiers de confiance qui est intéressant, à faire. Ce qui m'amène à j'ai rapidement vu passer là, en même temps que je parle, la question de on essaye du porte-à-porte, mais c'est pas toujours, facile. Le porte-à-porte, il marchera si vous le faites avec quelqu'un qui connaît les gens vers lesquels vous allez. Sinon, bah, ouais, on va se prendre des portes ou des murs. Par contre, si vous trouvez des acteurs qui sont impliqués et qui vont avec vous ou qu'il y a quelque chose à apporter dans le porte-à-porte, bah, à un moment donné, il y a des portes qui s'ouvriront plus facilement, parce que, bah, on rentre dans l'intimité des gens. Le porte-à-porte, c'est ça la vraie question, c'est, son chez soi, est-ce qu'on a envie de l'ouvrir à d'autres? Est-ce qu'on sent que ce chez soi, il est digne du regard des autres? Donc il y a aussi un travail sur, je dirais ce rapport dans le regard, à faire. Les questions d'autonomie de services et soins, j'en ai un petit peu parlé, mais il y a un enjeu majeur, qui est en lien avec la question des aidants familiaux, hein. C'est que s'il y a un desserrement des aidants, bah, la question de l'aide aux aidants, comment on la cultive, comment on la préserve et comment on aide ces fameux aidants à pas être épuisés, hein, parce que ça peut être soit les conjoints, soit les enfants. Et donc là, il y a sûrement un défi particulier sur cet accompagnement. Comment on préserve le capital santé et comment on a accès aux services de soins. Et du coup, bah, comment on vieillit chez soi à domicile. Le point suivant, alors, il y a des sujets c'est pour ça que je vais vite, il y a des sujets que j'ai abordés, hein. Il y a les questions d'instances de consultation, comment on les construit. J'en ai parlé, vous retrouverez dans notre baromètre, il y a une double page, quelque part les 20 idées à se poser, pour qu'une démarche participative fonctionne au mieux. Il n'y a pas de recette miracle, hein, mais fonctionne au mieux. Il y a la question de la participation citoyenne autour du vote. C'est comment, est-ce qu'on est inscrit, dans les bureaux de vote? Est-ce qu'on est accompagné pour y aller quand c'est trop compliqué, que c'est trop loin? Il y a tous ces enjeux-là, et puis il y a les enjeux de l'engagement bénévole et citoyen, et les enjeux des ruptures de vie, soit le veuvage, soit le départ des enfants, soit l'arrivée au moment de la retraite qui sont des temps à accompagner, parce que, bah, ça peut rencontrer d'autres fragilités, qui soient financières, qui soient capacitaires, qui soient aussi, une pression psychologique de dire, que qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et donc je pense qu'il y a un travail de fond à faire autour de ces enjeux-là. Et puis les enjeux de mobilité et de transport, hein, je vous le disais tout à l'heure, la marche à pied, c'est la première mobilité, mais il ne faut pas oublier les autres. L'usage de la voiture, qui est un enjeu majeur parce qu'en fait, c'est là qu'on fait le dernier kilomètre et aussi des fois les derniers 10 mètres et quand on vieillit, la marche peut être compliquée. Donc la voiture, c'est aussi une qualité d'usage, bah, pour transporter des choses ou pour pas avoir à marcher. C'est des questions de transport collectif avec les questions de billettique, de tarifs. Aujourd'hui, tout est dématérialisé, donc si vous avez jamais pris les transports en commun, bah, faut pas dire aux gens que c'est facile. Il faut faire des ateliers pour expliquer comment on achète son ticket, comment on valide. Il faut même, parfois, inventer des choses pour faire, les premiers voyages ensemble, avec quelqu'un qui est initié pour qu'on n'ait pas peur de se perdre, de rater la correspondance, enfin, tout un tas de choses comme ça, qui sont parfois à adapter encore plus, avec des populations qui vivent en QPV. Parce qu'on peut cumuler, un certain nombre de difficultés ou d'inquiétudes.
ou de sentiment d'incapacité. Et entre l'incapacité réelle et le sentiment d'incapacité, bah, la barrière, elle peut ne pas se franchir. Et puis, ces questions d'habitat dont j'ai parlé, mais voilà, il y a vraiment la question de l'adaptation du logement. Par exemple, on retrouve en premier dans les choses demandées des conciergeries pour les petits dépannages. Et ça, c'est une des réalités pour les locataires. Comment on change la chasse d'eau, comment on a accès ne serait-ce qu'au bailleur qui a lui-même mis en place une plateforme sur laquelle il faut envoyer un truc et donner son numéro de mail alors qu'on n'a pas de numéro de mail ou on ne sait plus comment on l'utilise. Donc voilà que des questions par rapport à ça et des questions sur le parcours résidentiel, soit à l'échelle du quartier, soit à l'échelle de d'autres quartiers. On a par exemple des territoires comme Rennes qui ont modifié leurs demandes de dossiers pour les habitants âgés. Parce que bah, le dossier classique, c'était on devait, je sais pas, choisir 5 quartiers et en gros, c'était pouf pouf. Voilà, et quelqu'un qui habite déjà dans un quartier, si vous lui dites qu'il va changer de quartier, en fait, vous le déracinez complètement. Donc, comment on s'adapte aussi à ces fameux temps de vie et de dire, bah oui, on peut avoir besoin de déménager parce qu'on a trop grand ou que c'est plus adapté, que c'est trop haut, parce que je suis au 3e étage sans ascenseur. Mais en même temps, si on m'envoie dans un autre endroit, je préfère rester dans un mauvais qualitatif en termes je dirais de mètres carrés, parce que mon qualitatif relationnel de garder mes amis, mes relations, mes enfants et tout, va changer les choses. Et le baromètre, vous le trouvez sur le site du réseau francophone Ville-Amis des Aînés. Il est en bonne place. Voilà, j'ai terminé et je peux répondre aux questions si on n'a pas trop dépassé le temps. Désolé, Merci beaucoup, Émilie. monsieur Lefebvre. Ah non, c'était très bien, merci. 3 minutes, ça va. Je vous propose qu'on puisse prendre une ou deux questions, si des personnes souhaitent en poser. Alors, je voyais qu'il y avait madame Gégal ou Jegal. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole ou sinon je peux lire votre question. Donc, elle travaille au CCAS, elle a une grosse difficulté. Elle indique que la caisse de retraite dispose de la liste des aînés qui perçoivent entre 100 et 500 euros de pension et qui, en ouvrant le parapluie du RGPD pour ne pas nous communiquer les éléments nominatifs, nous permettant d'accumuler les droits et notamment l'APA, l'ASPA. Oui. Est-ce que Alors, vous... l'APA, ça va être le département, ça ne va pas forcément Ouais. être la caisse de retraite, mais je dirais l'un comme l'autre, c'est pas qu'un parapluie, la RGPD, c'est une contrainte qu'on a tous. Et le travail partenarial bah, peut faire qu'à un moment donné, s'ils ne veulent pas vous donner le fichier, c'est vous travaillez ensemble et c'est eux qui envoient à leurs ressortissants des éléments, des informations ou des sollicitations. Et en plus, ça sera peut-être mieux ressenti parce que ça vient de la caisse de retraite. Hein. Je parlais de tiers de confiance. La caisse de retraite peut faire partie des tiers de confiance. Et du coup, de dire, bah voilà, dans notre quartier, avec le CCS, on organise telle chose. Et comme vous avez une retraite de chez nous, eh ben, on vous invite à y venir et à y aller. Et d'ailleurs, on sera présent et vous faites une action partenariale. Et du coup, bah, d'un problème, vous en faites une qualité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut encore rester 5 minutes ensemble si vous le souhaitez. Oui, donc pour le baromètre, il y avait une question, vous l'avez indiqué de nouveau, monsieur Lefebvre, donc on peut le retrouver sur le site du réseau français Ville-Amis des Aînés. On a même fait un commentaire plus long sur chacune des thématiques. Vous trouverez sur silvereco.org, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, où là, il y a 1 heure d'entretien télévisé où je prends chacun des sujets et où je les décortique un peu plus que ça. Ok, j'irai trouver ce lien. Et ce que je vous Ouais, propose, je vais c'est que... demander à mes collègues qui vous l'envoient, puis vous le remettrez en Ouais, lien. très bien, je veux bien. Et Ah, puis pareil quand je pour vous le enverrai... baromètre, on peut vous mettre le lien. Et puis, Ouais. Et quand j'enverrai le lien vers le replay du webinaire, j'ajouterai ce lien et puis également votre site internet. Écoutez, ah bah, est-ce que le lien là va être partagé? Bah oui, on va le oui, partager. Vu que je vois qu'il y a plein de gens qui partent, avant, je voudrais vous dire une chose, c'est qu'en fait, c'est passionnant de bosser avec les vieux. J'espère que je vous l'ai fait ressentir. Mais c'est vraiment un public qui est formidable, quel que soit son âge. Et ça doit vraiment être pour vous pris comme un levier. Voilà, j'ai mon collègue qui vous a mis le lien au fur et à mesure.
Ça doit vraiment être pris comme une force, une ressource et un levier pour réussir vos politiques et prenez les vieux comme des alliés de vos territoires. Et souvent, les gens qui râlent, c'est parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Je vous parlais du temps. C'est-à-dire que si vous avez votre temps qui n'est pas occupé, bah, vous trouvez que ce qui ne va pas. Par contre, si quelqu'un qui ne va pas, vous le retournez, que vous lui dites, ben, en fait, j'ai besoin de vous pour faire telle ou telle chose, bah, vous allez voir que vous avez des gens qui sont géniaux et qui ont plein de capacités et de ressources. Donc, prenez-les vraiment comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. Je vous propose qu'on s'arrête là. Ce que je vous propose aussi, si vous êtes d'accord avec ça, c'est qu'on puisse, voilà, on voit que c'est un large sujet, on n'a vraiment pas tout considéré. En fonction de vos retours, là je parle pour les participants qui sont encore là, et de vos besoins, si vous êtes d'accord, Monsieur Lefebvre, on pourra, voilà, éventuellement réfléchir à un autre temps avec les collectivités ou avec les élus, enfin voilà, avec les professionnels qui travaillent sur ces thématiques-là. En tout cas, un grand merci pour cette présentation qui a été très appréciée. Il y aura le lien vers le replay et puis on peut joindre le réseau assez facilement, j'imagine. Il y a Tout à fait, un tout lien à fait. Vous contact. regardez le site, il y a un téléphone, il y a tout ça. Et puis, peut-être qu'on mettra aussi. Là, merci à mon collègue Laurent qui vous a mis au fur et à mesure qu'on Oui, merci parlait beaucoup. toutes les ressources dont je parlais au fur et à mesure. Donc, merci Laurent. Ce qu'on rajoutera, on vous verra, Émilie, c'est la liste des quartiers, enfin des villes qui ont travaillé cette question politique de la ville et Oui, qui sont amis des aînés pour que des fois les professionnels que vous êtes se rapprochent des professionnels Ville Amis des aînés et que ça leur donne envie à travers ça d'être plus dans l'alliance des réflexions. Voilà. En se très disant que bien. s'ils sont labellisés, ils sont déjà plus sensibilisés à cette question et que si vous êtes des interlocuteurs de l'autre côté, ça marchera beaucoup mieux. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas encore, et très bon après-midi à tout le monde. Merci, Monsieur Merci Lefebvre. beaucoup. Merci pour votre écoute.